confort parce que c'est quelque chose d'absolument fondateur dans l'approche, dans le cadre d'une approche RDR appliquée aux usages d'alcool. Un objectif premier en amont de tout accompagnement au changement des pratiques, c'est d'accompagner la personne de sorte à ce qu'elle trouve ou retrouve cette zone de confort. L'objectif, ça ne doit pas être la diminution des usages. Ça, c'est un objectif qui peut venir ensuite, comme l'a bien décrit Daniel. La réduction des risques, ce n'est pas la réduction des consommations. La réduction des consommations, c'est un moyen possible, une voie possible du travail de réduction des risques. Mais en tout cas, le préalable essentiel pour qu'une personne soit en possibilité de construire un projet de quelque chose, c'est qu'elle ne soit pas en souffrance. Et pour qu'elle ne soit pas en souffrance, il faut qu'elle ne soit pas suralcoolisée, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit sous-alcoolisée. Or, nous, professionnels, nos pratiques induisent des consommations chaotiques, faites d'épisodes de sous-alcoolisation, évidemment suivis d'épisodes de suralcoolisation. Et c'est nous qui provoquons ça avec nos règlements prohibitionnistes, avec nos contraintes qui imposent aux gens, s'ils boivent, de boire modérément. Et donc il faut sortir de cette logique-là et penser sans arrêt zone de confort. Après, quand c'est quelqu'un qui arrive de situations de grande marginalité, de grande précarité, avec des vies chaotiques, il a forcément des usages chaotiques. Donc il faut l'accompagner et apprendre la patience pour qu'il trouve, lui, cette zone de confort qui pourra être chez certains à 3 grammes, pour d'autres à 1 gramme, on s'en fout. L'important, c'est que c'est la zone dans laquelle cette personne pourra mettre en place quelque chose. Donc nous, notre rôle, et c'est la démarche première de ce que pourrait être une RDR alcool, c'est d'accompagner les gens dans la recherche de cette zone de confort-là. Et cette zone de confort, plus on leur ouvre des espaces sécurisés dans lesquels ils puissent avoir accès à l'alcool dont ils ont besoin, tout en étant sortis d'un contexte délétère, on contribue à la mise en place de cette zone de confort. Donc l'accueil avec alcool, sous quelque forme que ce soit, là David vient d'en évoquer un, c'est là aussi un préalable. C'est-à-dire on arrête de faire de cet objet canette que tu décrivais, le mauvais objet qui n'a pas sa place ici, il a toute sa place, et on va voir ce qu'on en fait ensemble. Et quand on accueille quelqu'un, il arrive avec ses manières de boire qui sont la résultante d'une longue histoire, d'une très longue histoire souvent quand on les voit. Et on n'impose pas à quelqu'un de bouleverser sa manière de boire parce que sinon il sortira de nos dispositifs. Ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'on ne le contraint pas à l'abstinence, mais on ne le contraint pas non plus à une certaine idée du bien boire qui est la nôtre. Parce que c'est tout aussi violent pour la personne usagère. Donc zone de confort, accueil avec alcool sous toutes ses formes. Nous, à Marseille, on développe des projets de ce qu'on appelle l'accueil bistrotier. C'est-à-dire que le bistrot, ce n'est pas un lieu qui incite à boire, c'est un lieu où se développent des formes d'autorégulation collective du boire ensemble. Et ça, c'est super important. Plus on permet aux gens de boire ensemble tout en érigeant eux-mêmes les règles de ce qu'ils souhaitent voir se passer et ce qu'ils souhaitent ne pas voir se passer, plus on évite toutes les logiques liées aux pratiques de consommation avec de l'isolement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut combattre. On ne dit pas d'accord, tu peux boire, mais tu vas le faire seul dans ta chambre, ou tu vas le faire seul dans un coin. Et ça, c'est ce que j'entends dans beaucoup de dispositifs qui commencent à dire oui, on accepte l'alcool, oui, tu l'acceptes, mais à condition de le reléguer dans l'isolement. Et ça, c'est pas possible non plus. Donc voilà, je voulais ajouter ça. Zone de confort, notion absolument essentielle, et je pense qu'on est tous d'accord. Et cette zone de confort, plus on explique à la personne que notre rôle, c'est de s'assurer. C'est pour ça, moi, je parle aussi de sanctuarisation des usages, c'est-à-dire que plutôt que de bouleverser les usages, on les protège. On les protège et on les sécurise. Et à partir de là, on peut travailler avec la personne sur un projet qui prendra le temps que ça prendra. Je voulais aussi, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, je voudrais donner un peu la parole à Marie du Caru de Réduire les risques de Montpellier, qui va nous parler plus spécifiquement de la question de l'alcool et des femmes en Caru. Bonjour à tous, Marie Falcon, monitrice éducatrice au Caru de Réduire les risques et la boutique à Montpellier. Bon, je ne suis pas venue la représenter toute seule, je suis avec Amandine Poncet, qui est la première éducatrice spécialisée sur la structure. Ça sera mieux que tu viennes là. Oui.
venir illustrer un peu toute la réalité qui a été exposée ici. J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que alors on a la spécificité d'avoir un accueil réservé aux femmes sur la structure, que pour l'instant l'entrée de l'alcool sur le lieu d'accueil est interdit. Alors on accepte de mettre les bières au frigo, et puis on voit bien des bières passer enroulées dans du papier journal ou autre, voilà, qui rentrent aussi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on se rend bien compte que l'image renvoyée des femmes avec la canette à la main est différente de celle renvoyée par les hommes, qu'elles le disaient même d'ailleurs pour celles qui le parlent, que marcher dans la rue avec une bière au bout de la main renvoie une image négative. Et du coup, elles ont elles-mêmes les mêmes représentations finalement voilà, qu'elles sont femmes, et qu'elles le disent d'ailleurs, ouais, quand même ça craint, je suis une nana, avec une bière à la main ça me fait moyen. Et du coup, oui, ce qui vient aussi renforcer cette culpabilité qu'elles ont, c'est le fait que certaines sont mères, parce qu'il y a un accueil femmes avec ou sans enfants, donc il y en a qui sont mamans aussi. Alors on se rend bien compte que ouais, c'est pas parlé, c'est pas forcément abordé ni avec elles, ni beaucoup dans les réunions. Voilà, alors on avait les yeux un peu fermés. Mathieu est venu aussi essayer de nous les ouvrir un peu. Alors il y a des choses qui ont évolué, qui ont commencé à évoluer sur la structure. Voilà, par la suite, ce que je peux dire aussi, c'est que voilà, pour l'instant on a des ateliers crack, éducation à l'injection, tout ça, mais que l'alcool pour l'instant, voilà, on avoue, hein, c'est pas forcément abordé, quoi. Voilà. Ben, merci. Juste pour illustrer cette question de l'alcool au féminin, moi on a fait un travail de recueil de la parole de gens de la rue qui nous racontent un petit peu à la fois leur rapport à cet objet alcool, leur manière de boire, et puis aussi qu'est-ce que ça faisait d'être à la rue, de boire et de solliciter les dispositifs de l'aide sociale ou du soin. Et il y a une femme qui a eu ce mot-là, une femme de la rue, et qui disait « Parce que je bois, je vois bien dans le regard des hommes, je suis plus une femme, je suis juste devenue un petit bout de viande pas fraîche, et du coup, il faut vite la consommer. » Et voilà, et je trouve que c'était assez évocateur de ce qu'elle pouvait avoir à vivre. C'est-à-dire qu'elle, en l'occurrence, l'alcoolisation visible sur la voie publique, c'était pas possible pour elle. Et la sollicitation des dispositifs d'aide, eh ben, elle était faite uniquement de mensonges, où elle racontait qu'évidemment, elle ne consommait pas. Tout en avouant d'ailleurs une consommation de produits illicites pour espérer pouvoir bénéficier d'un lit au Sleeping à Marseille. Ce que je vous propose, parce que je crois qu'il reste une demi-heure, c'est que maintenant on passe plutôt dans le temps d'échange. Au travers des questions, on pourra aussi sans problème vous évoquer ce qu'on fait un peu très pratiquement sur nos terrains respectifs, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse aussi. On mène quelques projets et je pense que tous autant qu'on est, on est tout à fait disponible pour vous en faire profiter, les faire partager, faire en sorte qu'un maximum de gens s'en emparent. L'autre chose sur laquelle je pense qu'il faut qu'on soit tous d'accord, et c'est absolument essentiel, et David est là aussi pour l'illustrer, c'est qu'il faut cesser de croire que la question des usages d'alcool, c'est l'affaire des alcoologues. C'est pas du tout ça, je veux dire, c'est à nous tous de nous en occuper, c'est à nous tous de nous y intéresser. Et ce qu'il y a de génial avec la RDR alcool, qui est quand même une approche assez nouvelle, c'est que tous autant qu'on est, on est tous légitimes, quelles que soient nos places, à essayer des choses et à expérimenter. Et je pense que quoi qu'on puisse essayer, ça sera pas pire que le dogme, soit de rien faire, soit une espèce de dogme abstinentiel dont on sait bien qu'il est inopérant pour la plupart des personnes, et qu'il finit par s'imposer à quelques-unes, mais généralement beaucoup trop tard. Et si c'est trop tard et s'il y a un tel retard clinique, c'est bien parce que c'est la seule solution qui existe, et qu'avant d'y avoir recours, on attend le plus possible.
Question. Béatrice. Non, c'est pas une question. C'est pas une question, c'est une remarque. D'abord, je suis présidente du comité scientifique de santé, donc je me présente en tant que tel. Et ce qui fait que la RDR alcool n'est pas encore rentrée vraiment dans le champ de la réduction des risques tels que les gens qui ont fondé la RDR autour des produits illicites l'ont conçu, c'est l'absence criante d'associations d'usagers au sein de la RDR alcool. Et je ne parle pas des groupes d'entraide de buveurs péris, qui sont effectivement des usagers dont il faut entendre la voix, et je crois qu'on l'entend, mais par rapport par exemple au fait que les usagers d'alcool partagent les mêmes représentations que les prohibitionnistes, c'est-à-dire que c'est mal, qu'ils sont nuls, qu'ils sont des objets, enfin la description que tu fais de la femme qui boit, etc., c'est partagé par elle, c'est-à-dire que c'est évidemment propagé par l'opinion publique, mais c'est partagé par les usagers eux-mêmes. Ce qui a changé fondamentalement dans la RDR, c'est l'engagement, enfin même je crois que c'était à la naissance même de la réduction des risques, les junkie bonds hollandais, c'était véritablement des gens qui s'organisaient pour défendre un certain nombre de droits. C'était même avant le VIH, donc ça n'avait même pas vocation tout de suite à protéger leur santé, mais c'était réclamer les droits. Et évidemment, à partir du moment où on se dresse pour réclamer les droits, on accède à une citoyenneté et ça a des vertus pour justement opposer à le bien boire tel qu'il est défini par les gens qui supposaient savoir. Il y aurait une façon aussi de consommer qui serait initiée, culture de la consommation, qui ne serait pas forcément celle qu'on a nous, mais qui serait celle que ces consommateurs-là prôneraient. Alors, à Marseille, on a actuellement un projet de création de... alors on œuvre évidemment, parce que la RDR sans de l'autosupport, je ne sais pas si ça peut réellement exister, et nous, à Santé, on travaille à l'élaboration d'une parole collective et revendicative d'usagers d'alcool, actifs, dépendants ou pas. Je pense qu'en fait la question de la dépendance n'est pas la question la plus importante dans cette affaire-là. Et on devrait obtenir de l'ARS un financement pour créer un temps bistrotier qui n'a aucune autre vocation que de mettre ensemble des usagers actifs pour qu'eux-mêmes discutent un petit peu des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, d'une part, et d'autre part surtout les compétences qu'ils développent à boire. Parce que, en fait, nous, quand on rencontre des gens qui boivent, ce qu'on découvre, c'est que, contrairement à l'idée qu'on se ferait de la définition de l'alcoolique comme celui qui est incapable de savoir boire, nous, ce qu'on réalise, c'est que, quelles que soient les pratiques d'usage, les gens développent des compétences, expérimentent des stratégies pour moins souffrir, pour aller mieux, et qu'il y a une espèce de savoir qui est complètement perdu, parce qu'il ne bénéficie d'aucune reconnaissance de la part des experts reconnus, et que ce savoir-là, il existe. Les gens, ils essayent de moins boire, ils essayent de boire autrement. Leur carrière d'usage est faite de toutes ces expériences qui disparaissent, et quand ils viennent nous voir et nous dire « je veux arrêter de boire », eh ben, si on ne les interroge pas là-dessus, toute cette compétence-là n'est jamais évoquée. Je vais confirmer, dans une structure de soins, c'est un sapin, la porte d'entrée obligée avant les soins proprement dit, c'est le bilan addictologique chez nous. Un bilan addictologique pour essayer de savoir exactement l'état des lieux. Parce que le problème qui a fini par se poser, c'est qu'à partir du moment où les gens passaient la porte, c'est qu'ils avaient des soucis. Donc on n'était même pas... le fait de venir fréquenter quelque part, inciter les soignants à dire il en est quoi, voilà. Et ce qui amenait les gens à essayer de se défendre, de ne pas être comme les autres qui pensaient, puisqu'ils ont tous les représentations sociales sur les autres alcooliques. Donc moi je ne suis pas à ce point-là et tout ça. Donc dans le bilan addictologique, tout ça pour revenir sur mon bilan, donc qui dure un mois, il y a un rendez-vous par semaine et c'est extrêmement performant.
on a une évaluation analogique du sentiment de contrôle de la consommation. Pour nous, perte de la liberté de s'abstenir, enfin, la dépendance, enfin, tout ça. Si nous, on devait évaluer ce qu'on pense du contrôle de la consommation, on mettrait à 0, hein, c'est entre 0 et 10. Eh bien, imaginez-vous que les gens, ils s'évaluent en règle générale autour de 5. 5, alors on leur demande pourquoi vous n'avez pas dit 4, pourquoi vous n'avez pas dit 6. 5, c'est parce que des fois je contrôle, des fois je fais ce que je veux faire avec. C'est-à-dire que on est, nous autres, dans le soin, dans l'accompagnement, on pense qu'ils ont 0 et eux ils pensent qu'ils ont 5. On est mal barré. Enfin, je veux dire, on part sur des bases complètement erronées. Intéressons-nous à savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est 5 le plus souvent, des fois ça va à 3 quand ils se sentent un peu coupables ou quand il y a eu des débordements récents, mais c'est 5. Et il y en a un en particulier qui me disait, parce qu'une fois sur 2 je contrôle, donc ça fait 5. Voilà. Et on leur demande d'évaluer à quel niveau de contrôle ils voudraient arriver. Donc on a tous ceux qui ont été briefés abstinence totale et définitive, c'est 10, ça veut dire je ne vois pas. Et de moins en moins on a ça, en tout cas c'est intéressant sur le plan clinique, mais de plus en plus on a, oh ben moi je voudrais 8 ou 10. Ils ne veulent pas 10, ils veulent 8 ou 10. Voilà, c'était pour alimenter le débat. Bonjour, Robert Biancou, je suis coordinateur de la mission Squat Paris. Et par ailleurs, je bosse aussi avec les enfants du Canal. C'est une structure très basse seuil où les gens accueillis, orientés par le CIAO ou par la maraude même des enfants du Canal sont autorisés à boire dans leur piole. C'est un peu ce qu'évoquait Mathieu tout à l'heure. Et où là, on a un peu éludé le problème. Et ce problème revient de manière assez prégnante sur nos actions, et notamment sur le vivre ensemble, à l'occasion d'épisodes de violence. Et on a attribué évidemment la violence à l'alcoolisation, ce qui était une fausse piste. En tout cas, on a commencé un boulot avec Mathieu autour de ces usages-là. Et la question que je voulais vous poser, enfin, ça me fait un peu gamberger sur l'histoire de l'ARS que tu viens d'évoquer. Il y a des stratégies, des outils que vous mettez en place. Mais je pense que c'est... où est-ce qu'on en est avec l'ARS là-dessus? Est-ce qu'elle est prête à financer? Est-ce qu'elle est attentive à... Parce qu'il y a aussi les moyens qu'on peut mettre là-dessus. Hein, même si c'est un peu une politique de décroissance, quand on est plus performant avec moins de moyens dans la RDR en général. Mais là, ça suppose quand même des moyens. Est-ce que vous les avez un peu évalués? Est-ce que l'ARS répond favorablement à cette démarche? Ouais, alors je vais répondre vite. Alors, il y a énormément de variations d'une ARS à l'autre. Ceci dit, alors l'ARS est coincée un peu comme tout le monde entre deux positions qui sont celles à la fois d'avoir d'un côté être pétri de représentations erronées sur les bonnes stratégies autour des questions d'alcool et en termes de santé publique, et puis en même temps aussi parce qu'ils pensent chiffres, ils voient bien que les dispositifs existants en alcoolologie, ça coûte beaucoup cher. Non mais oui, enfin l'ensemble coûte relativement cher et que le taux de résultats positifs des dispositifs existants classiques sont extrêmement faibles, donc il y a quand même une volonté à développer cette question-là. Et puis après, il faut savoir que l'ARS, toujours avec ses chiffres, chaque fois qu'elle étudie une population et sous l'angle de la question des conduites addictives, ce qui ressort en premier, c'est les problématiques non traitées de consommation d'alcool. Et ça, c'est évoqué par tout le monde et ça remonte en permanence. Donc il faut se jouer là-dessus. Après, commencer à leur expliquer qu'en servant de l'alcool aux gens, on fait un travail alcoolologique, mais on a l'argument pour le faire, donc ils finissent par l'entendre. Et donc nous, le projet, ça s'appelle le Club des hydropathes, les gens que l'eau rend malade.
Et il faut payer de l'alcool pour que les gens voient de l'intérêt à venir passer un temps ensemble, à parler de quelque chose qu'ils font en même temps qu'ils en parlent. Il faut que à tous les niveaux d'intervention, on se mobilise. En tout cas, en ce qui nous concerne, en tant que centre de soins ambulatoire, on a obtenu un financement de l'ARS PACA pour développer un programme d'éducation thérapeutique en réduction des risques alcool, voilà, qu'on va s'obliger à faire évaluer par l'INSERM. Parce que si on n'a pas des chiffres, des machins, ça ne va pas le faire. Enfin, quand même, les premiers qu'on n'évalue pas, c'est les hôpitaux avec leur sevrage. Hein, faut quand même, je veux bien qu'on foute la pression que ça paye au CARUD, mais les hôpitaux n'ont jamais prouvé l'efficacité de leur sevrage simple, complexe, de leurs soins de suite et leurs machins. Bon, on n'appelle plus ça des cures, mais voilà, ça y est encore. Donc eux-mêmes n'ont jamais fait la preuve comptable. Voilà, et je peux vous assurer qu'une hospitalisation en sevrage complexe ou en soins de suite coûte bien plus cher qu'une prise en charge ambulatoire. Moi, je voulais juste dire que des ARS soutiennent des opérations comme par exemple l'accompagnement de centres d'hébergement sur la question alcool ou l'opération comptoir à moindre risque, parce que moi, perso, je ne suis pas convaincue qu'il faille bénéficier de financement de l'ARS pour servir à boire aux personnes pour qu'elles en parlent, puisque les salles de consommation, elles sont partout, elles existent dans les bistrots. Par contre, je pense qu'on a un boulot à faire auprès des bistrotiers, dont c'est déjà le boulot d'en vivre. Donc, je ne sais pas, mais à Paris, par exemple, ou au Puy-en-Velay, des expériences existent avec des financements publics. Donc voilà, je pense que les ARS sont sensibles à du nouveau, quoi, de l'alternative aux soins, entre guillemets. Voilà. Et, enfin voilà, donc si le Puy-en-Velay, Paris veut bien expliquer, mais en tout cas, ça se fait. Sur Montpellier aussi, ils sont très sensibles à cette question. Après, à la question des financements, je ne sais pas. Mais en tout cas, un chiffre aussi, nous, sur le CARUD, on est passé de à peu près une trentaine d'orientations en sevrage par an pour un CARUD à 2 l'année dernière. On a été surpris de notre chiffre. Je ne sais pas si c'est des arguments, en fin de compte, aussi, sur lesquels on peut s'appuyer. Mais voilà, en tout cas, les ARS regardent ce qu'on fait. Pour l'instant, regardent ce qu'on fait. Bonjour, Jérôme Albier, CARUD de Rouen, la boussole. Je suis assez surpris, je le dis sans jugement, que vous n'avez pas évoqué la réforme de la loi Taubira qui s'applique depuis le 1er octobre, qui va changer complètement les choses. Alors, c'est la contrainte pénale, qui reste une peine, on est bien d'accord, mais qui va mécaniquement amener pas mal de gens vers nous. Donc, Taubira avait souhaité que les associations telles que les nôtres s'en emparent et travaillent avec la pénitentiaire. C'est pour l'instant pas le cas, mais le problème va se poser. En plus, ceux qui auront accompli la moitié de leur peine verront leur peine transformée en contrainte pénale. Alors évidemment, il y aura des injonctions de soins, etc. Mais ce que les dispositifs que vous avez, la réduction des risques liés à la consommation, on va trouver toute notre place. Et nous, on doit anticiper ça. Parce que, parler de chiffres, etc., de proposer l'accompagnement qu'on va avoir forcément, les skis vont être débordés. Il y a 1000 embauches, mécaniquement. Plus il y a la double peine, les peines planchées sont supprimées, etc. Donc tout ça qui toucher les gens pour les consommations d'alcool et de drogue, bien sûr. Ça va changer complètement. Et c'est une véritable révolution philosophique. Alors ça reste une peine, on est bien d'accord, mais où la personne aussi, elle est bien accompagnée. Au bout d'1 an, 2 ans, elle peut être blanchie, j'aime pas le terme, mais elle peut apprendre, on va finir avec ça. Donc c'est une philosophie complètement, et nous, on va absolument s'en emparer avec ce que vous mettez en place, et avec lequel je souscris complètement, de proposer complètement, et ça, pour le faire remonter après, au juge des applications des peines, etc., parce que c'est eux qui sont concernés aussi, et les personnes. Bien sûr que c'est du boulot, mais c'est intéressant de le faire. Parce que là, à partir de 1er octobre, ça a commencé à aller en place. Il n'y a pas eu de bruit, parce que le décret d'application est sorti au mois d'août, et dans la discrétion, mais là, maintenant, depuis le 1er octobre, c'est en place. Et l'injonction thérapeutique, depuis 2007, élargie aux consommations habituelles et excessives d'alcool. Ouais, enfin, bon, je suis assez vieille pour avoir connu la loi de 54 sur les alcooliques dangereux, qui
est tombée toute seule dans l'indifférence totale au début du XXIe siècle. Je veux dire, les injonctions et les... Enfin, nous, on connaît ça aussi dans les drogues illicites. Je suis un poil dubitatif, mais enfin, on va être attentif. Hein. Je ne voulais pas intervenir là-dessus, je voulais intervenir parce que tu as parlé de l'hôpital. Moi, je suis médecin. Et je pense que les médecins qui s'intéressent aux questions liées à l'alcool devraient vraiment se focaliser sur un objet qui est très éloigné de la question des carudes et des XAPA, qui est la question des urgences. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens qui consomment de façon imprudente ont vocation à se retrouver aux urgences, soit parce qu'ils se sont cassés la figure, soit parce qu'ils ont un accident médical, etc. ou quoi. Et ce qui se passe aux urgences, c'est tragique en ce qui concerne les gens qui consomment de l'alcool. Hein, je veux dire, simplement le temps qu'ils vont attendre entre le moment où ils arrivent et le moment où ils vont être vus par un médecin suffit déjà pour les avoir mis en situation difficile, qui fait que la plupart d'entre eux vont partir avant d'avoir vu le médecin s'ils ne se sont pas cassés la jambe. Ce qui reste, c'est qu'ils ne peuvent pas se barrer parce que les problèmes qu'ils ont sont un petit peu compliqués. Et donc... moi je suis psychiatre, donc je ne m'occupe pas des jambes cassées, mais on m'appelle parce qu'on considère que, quand je suis de garde, on considère que si un mec a bu à un moment ou à un autre, il doit avoir un psychiatre. Enfin, qu'on m'explique d'ailleurs pourquoi, mais c'est pour vous, hein, surtout quand c'est hors horaire et qu'il n'y a pas l'ELSA qui peut intervenir. Et je me retrouve devant un mec qui à 3h du matin me dit, parce qu'il a eu, je sais pas quoi, une pneumopathie, un truc comme ça, il me dit, docteur, je vais arrêter. Alors on ne sait pas très bien à cette heure-là si ce qui va arrêter c'est de souffrir, parce que moi, comme je suis psychiatre, je fais des interprétations. Alors, mais officiellement, il dit qu'il va arrêter de boire, parce qu'à 3h du matin, d'abord, objectivement, il est en train d'arrêter de boire, puisqu'il est aux urgences, et deuxièmement, j'ai effectivement rien à lui proposer, ni à 3h du matin, ni avant je ne sais pas quand, parce qu'aucun des fameux hôpitaux, services dont on a parlé, ne fait d'admission en urgence. Il y a une espèce de philosophie sur laquelle il faudra qu'un jour on s'arrête, qui est que c'est pas urgent d'arrêter de boire, ce qui, par un glissement de sens un peu bizarre, devient c'est pas urgent de s'en occuper. Or, plus que l'injonction de soi, la loi Taubira, etc., le moment où ces gens-là se retrouvent devant des sachants, des gens qui savent, ça serait peut-être un moment de proposer quelque chose, sauf que l'urgentiste ne sait pas quoi faire, le psychiatre qu'on va appeler ne sait pas quoi faire, et la personne qui demande ne sait pas très bien ce qu'elle demande, sauf qu'elle veut quelque chose. Et globalement, donc ça va mal se passer, puisque le type, bon, plus de 3 grammes, c'est le problème des urgentistes, moins de 3 grammes, on appelle les psychiatres. Voilà, à part l'hospitaliser en psychiatrie, ce qui est effectivement le pire moyen enfin, la pire réponse, et puis à laquelle moi personnellement je suis un peu philosophiquement opposé, sauf s'il y a vraiment des problèmes psychiatriques, mais enfin l'alcool n'en est pas. C'est une espèce de cauchemar. Or, en France, enfin ça dépend des régions, il y a des régions où quasiment 80% des urgences ont un problème d'alcool. Quand on va du côté de la Bretagne, par exemple, les urgentistes bretons disent que quasiment les 3/4 des personnes qui se présentent aux urgences ont un problème d'alcool. Ce qui n'est pas forcément pour ça qu'ils sont venus, mais le problème de l'alcool va se poser à un moment ou à un autre aux urgences. Et bon, peut-être dans d'autres régions c'est un petit peu moins, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a des soirées comme ça, des nuits où c'est extrêmement important. Et je pense qu'il faudrait vraiment que la question de la réduction des risques alcool, alors à la fois c'est très étranger à la philosophie, à la façon de fonctionner des urgentistes, mais d'imaginer qu'entre le moment où ils arrivent et le moment où on va faire... Alors, ce qu'on va leur proposer quand on est gentil, c'est de rester. Et ce qui est la pire des choses, c'est qu'on va introduire un sevrage, et les alcoologues vont vous dire qu'il n'y a rien de pire que le type s'arrête de boire pendant 12 heures, 24 heures ou 3 jours, si c'est pour finalement avoir à lui proposer un rendez-vous dans 3 semaines en addicto, situation dans laquelle il aura le temps largement de se réalcooliser, d'oublier qu'il avait ce rendez-vous, et de toute façon, il aura été sevré bêtement et pour rien. Et donc, effectivement, il faudrait peut-être inventer, là aussi, il faudrait un peu perméabiliser le nouveau savoir qu'on est en train de construire autour de la question de la RDR alcool, pour qu'il y ait des lieux d'accueil de post-urgence, où les gens, pendant le temps où ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent, ou quoi, on pourrait continuer quand même à les laisser consommer, de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas en grand dommage somatique.
le temps, et puis avec des équipes, alors peut-être des gens issus du médico-social qui savent un petit peu travailler ces choses-là, les aider un petit peu à élaborer ce qu'ils veulent. S'ils veulent s'arrêter véritablement, c'est ce qu'ils disent, mais on sait que c'est pas forcément ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent, et vers quoi on pourrait les orienter. Et je pense véritablement qu'il faudrait sensibiliser un petit peu les soignants qui accueillent les gens aux urgences, qui aimeraient que quelque chose se fasse à ce niveau-là, hein, qui sont conscients de leur total échec en matière d'accueil des gens qui boivent aux urgences, de travailler un petit peu sur, en attendant de savoir ce qu'on va en faire, on peut peut-être les garder dans des conditions dignes et effectivement de ne pas les sevrer de façon ridicule et dommageable. C'est une chose, la suppression de l'emprisonnement, c'est quand même une révolution. La suppression de l'emprisonnement, c'est quand même quelque chose qui pose. C'est pas la suppression. Si, voilà. C'est une suppression. C'est une alternative. Non, c'est pas une alternative. Les prisons ne sont pas vidées de main. Justement, c'est pas une alternative. C'est une peine. Oui. Mais sans emprisonnement. Enfin, on aura toujours des personnes en difficulté avec l'alcool en prison, malheureusement. Et pas pour des petits. Et oui. Bonjour, Franck, éducateur spécialisé à l'ANPA, 75. On a, pendant plusieurs années, on a accompagné des CARUD, dont CARUD l'association Charonne pour repère, et aussi EGO sur cette question de l'alcool, par la formation des professionnels, par aussi un travail directement avec les usagers, avec cette idée de, on ne mettait pas vraiment le mot de réduction des risques, mais face à des usagers qui ne souhaitaient pas aller vers le soin. Au départ, l'objectif, c'était de créer une passerelle vers le soin. On s'est dit très vite que ça ne fonctionnait pas. Donc on a commencé à travailler avec des usagers sur leur représentation de l'alcool et aussi sur la consommation globale qu'ils avaient, et tout doucement les accompagner aussi vers cette zone de confort. Je trouve intéressant ce terme de zone de confort, les amener aussi, ce que tu disais Mathieu, c'est pas seulement la réduction des consommations, mais ça passe aussi par ça. Pour accéder à cette zone de confort, c'est une stabilisation, c'est aussi une réduction globale des consommations qui amène les gens à ne pas être mal parce qu'ils ont assez d'alcool, mais il n'y a pas trop d'alcool qui amène aussi à des difficultés. Donc on a commencé tout doucement, depuis près d'une dizaine d'années, à travailler sur cette question de RDR alcool. Et ce travail auprès des CARUD s'est arrêté parce qu'on n'avait plus de financement de l'ARS, parce que l'ARS estime que les professionnels des CARUD sont spécialisés sur les addictions, donc ils ne comprennent pas pourquoi il y a une association comme l'ANPA qui est financée pour intervenir dans les CARUD. Donc ça répond un petit peu à la question. Donc le travail des associations extérieures est très compliqué au sein des CARUD parce qu'on n'a pas les financements. Par contre, le travail qu'on a pu faire, c'est un travail qu'on a commencé, qu'on a mis en place depuis plusieurs années dans le champ de la précarité, dans des ESI, espaces solidarité et insertion, des accueils de jour, dans des centres d'hébergement, avec cette même idée, c'est d'accompagnement de personnes qui souhaitent déjà construire un lien et aussi accompagner ces personnes vers un mieux-être, vers des consommations qui soient moins handicapantes dans leur vie au quotidien. Voilà, c'est une approche qui est tout à fait possible à mettre en place en dehors du public CARUD. Voilà. Après, une chose sur laquelle je veux rebondir aussi, vous avez dit, je suis persuadé que la réduction des risques d'alcool est nécessaire pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, mais il y a aussi des gens qui sont dans un souhait d'arrêt de l'alcool. Des consommations qui ont été trop dommageables, une histoire avec l'alcool, trop de souffrance avec l'alcool, et qui sont réellement dans un souhait d'abstinence. Et ça, il faut aussi l'entendre. Ne pas se dire, tiens, l'abstinence, c'est fini, amener les gens au sevrage, ça sert à rien. C'est un peu ce qu'on peut ici entendre sur cette table ronde. Je me dis, il faut faire attention, parce qu'il y a des personnes qui ont aussi un besoin, soit pour des raisons sanitaires, parce qu'il y a des dommages importants, soit des personnes qui sont vraiment, après un parcours très important dans l'alcool, qui ont vraiment un souhait d'être accompagnées vers une abstinence totale du produit, pour lequel c'est beaucoup plus facile d'être abstinent que d'être consommateur modéré ou contrôlé. Voilà. Je répondrai à ça, parce que celle-là, voilà. C'est l'abstinence totale et définitive prescrite par le soignant, qui est dommageable. L'abstinence totale et définitive prescrite par le soignant, comme ça a été fait au cours des 30 dernières années, est la seule alternative. Quand on réfléchit en réduction des dommages, on est dans la collaboration et ça ouvre le champ. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas arrêter.
Ça veut dire que d'abord, c'est pas moral, c'est pas l'abstinence, hein, bien quand même, c'est très judéo-chrétien. C'est l'abstention et c'est une expérience qui sera poursuivie s'il veut, mais on élargit l'éventail avec contrôle de la consommation, réduction des risques, réduction des dommages. C'est-à-dire que là où la réduction des risques, elle ouvre la possibilité d'aller vers l'arrêt si tu veux, mon grand, la réduction, l'abstinence totale et définitive ne propose aucune alternative. C'est tout. Et j'ajouterais juste qu'il ne s'agit absolument pas de nier l'option arrêt des consommations, mais ça ne pourra être valide et tu ne pourras, toi, affirmer qu'il y a des gens qui veulent réellement arrêter que le jour où ils se verront chacun d'entre eux proposer à valeur égale un ensemble d'options possibles et qu'il n'y ait pas l'une qui soit un pis-aller. Voilà. Et on en est loin encore. Et on en est loin dans nos pratiques, on essaie mais on en est encore loin, et ils en sont encore plus loin, eux, dans leur représentation. Il n'y a qu'à voir la réaction du patient quand il te demande d'arrêter et que toi tu lui dis « Ah mais non, moi je peux vous proposer autre chose ». Pour combien de temps? C'est souvent, voilà. Parce que la RDR est souvent vue comme le chemin pour l'abstinence. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un dogme aussi. Voilà. Et que s'il y a la proposition de l'éventail complet... L'abstinence au seuil. La réduction des risques bas seuil. Non. Il y a pas Réduction de bas, des risques et des dommages au seuil. Parce que j'aime autant vous dire que ça nous oblige à bosser vachement plus. En plus, ça paraît très, très difficile parce que une personne à qui on a proposé l'abstinence totale, même si au début elle dit oui, ok, elle va être sollicitée, enfin voilà, parce que c'est l'anniversaire de sa mère, sa voisine elle vient, elle lui offre un coup, enfin c'est encore plus difficile et du coup ça les met en position d'échec, comme vous disiez tout à l'heure, de violation. Et du coup, ça renforce le sentiment de la désestime qu'ils ont parfois, et c'est encore plus compliqué de retravailler derrière parce que du coup, il va y avoir une rupture de fréquentation de la structure parce que du coup, j'ai échoué dans le travail parce que c'est un engagement aussi des fois par rapport aux travailleurs avec qui on a monté le projet, par exemple une cure ou quoi. Du coup, on va pas la revoir pendant 2 mois parce qu'ils sont dans la honte d'avoir mis le truc en échec. Alors que, moi je suis sur une structure où, depuis toujours, l'alcool n'a jamais été interdit. En fait, il n'y a pas de point de règlement. C'est pas interdit. C'est là, effectivement. Du coup, on en parle. Et du coup, c'est autogéré. Et du coup, ça permet aussi aux usagers de voir qu'ils sont capables de venir toute l'après-midi sans stresser ou sans avoir de comportement. Et ça leur permet aussi de se dire là, je vais déborder parce que je suis trop alcoolisé, donc je m'en vais parce que je ne serai pas capable de leur capacité d'autorégulation. Tout à fait. En plus, je pense que l'approche RDR alcool donne. Ça peut être le chemin qui va conduire peut-être aussi à l'abstinence, quoi. C'est-à-dire que ça nous permet de décaler la demande aussi. Vous savez, cet usager qui arrive, j'en peux plus, il faut que j'arrête. Avant, bim bam, hop, sevrage. Sauf que le mec, il est à la rue, d'accord, donc il va partir 2 mois en post-cure alcool, mais derrière quoi? Il n'y a rien. Donc en fait, le fait de pouvoir décaler, c'est aussi, nous, ça nous entraîne aussi dans l'accompagnement qu'on peut faire, de préparer mieux la sortie. De creuser la demande au-delà d'un espèce de désespoir instantané qui est là, qui est vrai, hein, qu'on prend, qu'on ramasse, qu'on travaille avec la personne. Mais quand tout à l'heure je disais 35 sevrages en 2011, 2, c'est pas une fierté, mais c'est juste, je pense qu'on travaille un peu plus la demande des usagers de notre place de travailleurs sociaux. Moi j'ai pas de médecin, hein, il n'y a pas d'addicto, il n'y a pas de médecin addicto sur la structure, pas encore en tout cas. Donc voilà comment on peut creuser avec l'usager, réfléchir dans une globalité aussi de sa demande là de sevrage. Puis en plus c'est tellement intériorisé par les usagers c'est même pas tant le sevrage prescrit, c'est le sevrage auto-prescrit par l'usager. Le nombre de personnes qui arrêtent seules, sans aucun professionnel, qui se mettent en danger, est extrêmement important et voilà, c'est cette intériorisation qui amène à l'auto-sevrage dans les pires conditions. Il est l'heure qu'on arrête, on vient de me faire des grands signes, je suis désolé. Oui. Dernière question à la diplôme notamment. Je voulais savoir si vous travaillez avec le bac Le Pen, par exemple, qui est considéré comme
Alors, ouais. La molécule magique n'existe pas. J'ai pas dit magique. Voilà. Le baclofène est intégré dans notre accompagnement, effectivement, depuis déjà longtemps, mais comme une aide thérapeutique à la réalisation d'un projet. Et non pas comme le médicament qui va guérir de l'alcoolisme. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ça peut, c'est pas obligatoire, c'est pas systématique du tout. Voilà. En tout cas, on le voit sur Access, en tout cas, on le voit, les quelques usagers qui sont sous baclofène, oui, ça leur, ils continuent des consommations, d'accord, mais ils les réduisent quand même assez massivement, et du coup, ça permet quand même aussi de travailler avec eux les autres aspects, hébergement, etc., quoi. Donc oui, moi je pense que le baclofène, comme ça, peut être un outil de réduction des risques. Bon, on arrête. Merci beaucoup de votre attention.